Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être ici. Nous sommes au nom du bureau de la Fédération de Centre Mémoire. Nous sommes ravis, heureux, honorés de vous accueillir aujourd'hui dans ces magnifiques amphithéâtres. Et nous vous remercions d'être ici nombreux. Je crois qu'on va être encore plus nombreux plus tard parce que on a 240 inscrits. Donc, c'est un record pour notre fédération et plus de 200 en distanciel. Donc, c'est vraiment, on a battu les records. Donc, bravo à tous pour cette participation. Aussi, j'aimerais saluer et surtout remercier tout le travail qui a été fait pour que nous soyons tous ici et que nous ayons des magnifiques journées scientifiques pendant 2 jours. Remercier à tout le comité organisateur local, et spécialement à Thibault Lebouvier et à Laetitia Breuil et toute l'équipe hein, qui les ont aidés à organiser tout cet événement. Vous dire deux idées pour l'introduction. Une, ce sont des journées scientifiques pour notre fédération, je dirais spéciale, parce que d'un côté, nous allons fêter ce soir les 20 ans de notre fédération et on va rappeler toute l'évolution de cette fédération. Donc c'est notre anniversaire. Et le deuxième point aussi, c'est que, comme vous le savez, c'est aujourd'hui, c'est la fin du mandat du bureau actuel. Donc, ce soir, on aura un nouveau président et vice-président qui seront annoncés. Et avec ça, je passe la parole à mon collègue, le docteur Éric Dumas, qui est gériatre et qui est, vous savez, le vice-président de notre fédération et qui est représentant des consultations mémoire. Merci Maria. Merci beaucoup à nos amis lillois de nous avoir invités à venir jusqu'ici dans cette belle ville de Lille. Un petit bonjour un peu plus appuyé et amical aux professionnels des consultations mémoire de territoire et de proximité qui font maintenant pleinement partie de la fédération. Nous avons essayé de faire un programme riche, varié, qui corresponde le plus possible à vos attentes. Je pense que votre soif de savoir va être étanchée autant que faire se peut. À tout seigneur, tout honneur, nous commencerons par l'équipe lilloise qui va nous présenter le CM2R et le travail scientifique. Il y aura un symposium sur le concept de clinical meaningfulness. Et là, je crois qu'on aura vraiment besoin de l'avis des experts pour nous éclairer sur ce sujet et nous permettre ensuite de nous faire des opinions les plus objectives possibles. Une session sur les malades jeunes, un flash critériologie sur les troubles cognitifs vasculaires qui va peut-être déconstruire certaines idées. Une session en partenariat avec le Gréco, ça fait maintenant plusieurs fois que nous sommes en partenariat et je pense que c'est extrêmement bénéfique pour tous. Bien évidemment, ce soir, l'Assemblée générale, nous vous y invitons tous, puisque ce sera à la fois l'occasion de faire un retour sur le travail effectué, de remettre pour la première fois le prix de la FCM et d'annoncer le nouveau président et les 2 nouveaux vice-présidents. Bien évidemment, le repas de gala ce soir pour ceux qui se sont inscrits. Et demain, nous aurons une session à la fois par le symposium et par les différentes sessions sur le diagnostic, la prise en soin, et un côté plus d'éducation et de pédagogie. Je m'arrête là. Je laisse la parole au professeur Thibault Lebouvier, qui est vice-président jusqu'à ce soir de la Fédération des centres mémoire, où il représente les CMRR. Et je le remercie une fois de plus chaleureusement de nous accueillir dans sa bonne ville de Lille. Merci Eric de rappeler que mon temps est compté. Au nom du professeur Florence Pasquier, responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Lille, au nom de ma collègue Laetitia Breuil, qui représente les métiers de la recherche clinique au sein du bureau de la Fédération des Centres Mémoire et qui a beaucoup œuvré pour cette réunion que vous allez vivre dans ces 2 jours. Au nom de l'ensemble de l'équipe du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Lille et au nom de l'ensemble de notre réseau des consultations mémoire Méotis, je vous souhaite la bienvenue dans cette ville de Lille et dans l'Institut Pasteur, dans ce prestigieux amphithéâtre tout neuf qui a été construit pour vous recevoir. Peut-être pas que pour ça, mais on peut transformer l'histoire, Philippe, vous m'en voudrez pas. Est-ce que vous pourriez projeter mon diaporama, messieurs ? C'est le privilège de l'invitant. Je me fais un devoir de vous présenter
notre CMRR, le CMRR de Lille et son environnement. Je parlerai beaucoup de cliniques, de réseaux, et je laisserai la thématique de la recherche au professeur Philippe Amouyel qui parlera après moi. Prenons un petit peu de hauteur sur le sujet. Vous connaissez tous le poids médico-économique de la maladie d'Alzheimer, des dégénérescences lobaires frontotemporales, des maladies à corps de Lévy, du trouble cognitif vasculaire qui nous occupe quotidiennement. On pourrait considérer que notre région, celle des Hauts-de-France, qui est la plus jeune des régions de province, est un petit peu moins concernée par ce sujet. Mais les Hauts-de-France sont également la troisième région la plus peuplée et l'une des plus pauvres, ce qui explique probablement cette surmortalité de 25% liée aux démences rapportée par le Césaire dans son rapport de 2017. Ce qui souligne évidemment l'importance de la prévention, du diagnostic précoce, de la structuration du parcours de nos patients, de notre travail, en d'autres termes, de notre travail de consultation mémoire. Ce modèle choisi par la France pour répondre à cet enjeu des démences, celui des centres et consultations mémoire qu'on va célébrer au cours de ces 2 journées, c'est un modèle qui, sans fausse modestie, est envié hors de notre pays. Notre réseau de consultation mémoire est exceptionnel par sa densité, par sa structuration. Il est, comme vous le savez, organisé en 3 niveaux: les centres mémoire universitaires, qu'on dénomme CMRR, les consultations mémoire ou les centres mémoire de territoire et les consultations mémoire de proximité. Ce réseau rassemble au moins 350 centres mémoire qui ont rejoint notre fédération et que le bureau a l'honneur de représenter, et probablement plus encore. Quelques mots d'histoire. Ces centres mémoire sont apparus dans la nomenclature internationale en 1983 de façon simultanée en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En France, eh bien, c'est à Toulouse, encore Toulouse, que le premier hôpital de jour Alzheimer a été créé en 1984 par le docteur Michel Mikas, et où a été également ouverte la première unité aiguë Alzheimer en 1992. La première consultation mémoire en tant que telle a été inaugurée à Paris, à l'hôpital Tenon, en 1990 par Alain Guillard et Florence Mailleux. Mais c'est juste après que notre centre mémoire a été créé en 1991 par Florence Pasquier, immédiatement suivi par la consultation mémoire de Saint-Étienne, animée par notre amie Catherine Thomas-Antérion et Bernard Laurent. Puis Toulouse, encore une fois, a suivi avec Michel Mikas et Pierre-Jean Housset en 1993. Je vous invite dans les quelques minutes qui vont suivre à nous replonger dans le contexte de la création du CMRR de Lille en 1991. Si vous voulez créer un CMRR et que vous êtes, le terme n'existait pas encore, hein, et que vous êtes dans les années 90, que vous faut-il? Il faut se replonger dans le contexte de cette histoire où une réflexion sur la prise en charge des démences a été menée dès la fin des années 80. À Lille et dans sa région. Et l'homme à l'origine de cette réflexion, c'est lui, c'est le professeur Henri Petit, qui a su entrevoir avant beaucoup l'enjeu de santé publique représenté par les troubles cognitifs, et qui a décidé de consacrer l'activité d'un de ses services de neurologie à ce sujet. Il disposait d'un certain nombre d'atouts. Et dans ses atouts principaux, un duo de médecins remarquables, une chef de clinique assistante, originaire de Nantes, formée à la cognition au cours d'un stage de rééducation neurologique cognitive à Paris, et dotée d'un dynamisme, d'un optimisme et d'une force de travail extraordinaire, le professeur Florence Pasquier. Et puis une interne de psychiatrie originaire de Dijon, fascinée par la neurologie cognitive, que Florence Pasquier s'est empressée d'encadrer dans le cadre de sa thèse de sciences, le docteur Florence Lebert. Ce duo a un modèle, Lars Gustafsson, un médecin suédois, psychiatre, qui avait développé, posé les bases de ce que pouvait être un centre mémoire. Lars Gustafsson, auquel nous de Florence ont rendu visite pour tirer leur inspiration. Elles ont su s'entourer sur ses conseils d'un médecin nucléaire, le professeur Mark Steining, qui a contribué à un certain nombre de leurs travaux sur les corrélations cliniques entre clinique et imagerie. Ils se sont bien sûr associé à une neuropsychologue, Laurence Grimont-Prey, qui est présente dans cette salle, et à une équipe de neuropsychologie amie à Louvain-la-Neuve, qui comprenait, entre autres membres, à l'époque, le professeur Martial van der Linden. Les neuropathologistes ont été très vite associés avec le professeur Marie-Madeleine Ruchoux et puis plus tard Claude-Alain Morage. Et
Florence Pasquier et Florence Lebert avaient déjà de nombreux amis réunis au sein d'un groupe d'évaluation des fonctions cognitives, le GRECO. De nombreux amis en Europe, à Lund, Londres, Manchester, qui partageaient leurs intérêts, notamment pour les dégénérescences frontotemporales. Des amis à Amsterdam, comme le professeur Philippe Scheltens, qui était très lié avec le professeur Didier Leys. 33 ans après, voici notre CMRR. Nous avons 3 neurologues praticiens hospitaliers, un gériatre, un psychiatre de la personne âgée, 3 neurologues universitaires, un neurologue universitaire et neuropathologiste, le professeur Vincent de Ramecourt, 3 infirmiers, 4 neuropsychologues, 2 psychologues cliniciennes, 2 orthophonistes, 5 assistants médico-administratifs, une assistante sociale et un cadre de santé, Madame Lang, présente dans cette salle. Notre unité de consultation est dirigée par le docteur Pascaline Cassagno, notre hôpital de jour par le docteur Marianne Makoviak. Et notre file active est considérable, 3232 patients en 2023, incluant 1 millier de nouveaux patients chaque année. Nous disposons également d'une unité d'hospitalisation satellite de notre centre mémoire, qu'on a nommée l'unité d'expertise cognitive et motrice, puisque nous la partageons, cette unité, avec nos collègues des mouvements anormaux. Cette unité est dirigée par le docteur Soufiane Djellad, qui en est le responsable. Nous avons obtenu un certain nombre de labels au fil des années. Nous sommes CMRR depuis 2002, depuis la première campagne de labellisation. Nous avons obtenu le label de Centre national de référence des maladies d'Alzheimer du sujet jeune, avec les centres de Rouen et Paris. Et c'est le docteur Adeline Rollin-Siller qui dirige cette thématique. Et plus récemment, on nous a gratifié du label de Centre de référence démence rare et précoce. Et le docteur Xavier Delbecq, neuropsychologue dans notre centre, est chargé de mission pour ces 2 centres, le CNRMAGE et le centre de référence démence rare et précoce, depuis septembre de cette année. L'un des atouts majeurs de CMRR de Lille, c'est son réseau, ce réseau de consultation mémoire que nous accompagnons, que nous coordonnons, ce réseau qui a été appelé MEOTIS. Les prémices de ce réseau remontent à 1993 avec la création d'une consultation mémoire avancée à Bailleul par le docteur Florence Lebert, qui a été intégrée au CMRR dans le cadre d'une convention entre nos 2 établissements, avec la mission évidemment de déployer l'offre de diagnostic et de soins à proximité de nos patients, notamment dans les populations les plus rurales et en pensant aux patients les plus modestes ou les plus fragiles qui ne pouvaient pas faire le déplacement facilement vers le grand hôpital. Ce centre a été précurseur d'un réseau informel de consultation mémoire qui s'appelait le CAMA en 1999 et qui est devenu MEOTIS en 2002 et qui a été labellisé réseau ville-hôpital et soutenu par l'ARS. Ce réseau MEOTIS a progressivement grandi, 2 consultations mémoire à l'origine, puis 13 en 1997, 16 en 2021, etc., etc. Précurseur des réseaux régionaux que tous les CMR animent désormais. Il possède sa base de données propre depuis 1995, qui était l'une des inspiratrices de la BNA et qui contribue aux missions de santé publique que nous nous sommes fixés. Ce réseau participe aux soins en diffusant les connaissances, en harmonisant les pratiques. Il implique les centres de proximité de territoire dans la recherche clinique. Je vais avoir un mot pour Brigitte Leprince et Catherine Annet qui ont beaucoup contribué à cette activité. Et ce réseau s'est étendu à la Picardie en 2016 à l'occasion de la fusion de nos régions. Mais je me permettrai ici, en l'absence du professeur Godefroy, de ne parler que des départements du Nord et du Pas-de-Calais et de ne pas évoquer nos amis picards. Notre file active 2023 dans le Nord et dans le Pas-de-Calais était de 12 000 patients. On a atteint 16 000 patients avant la Covid. Et voici la répartition de nos diagnostics. Ce réseau, l'un de ses atouts est sa participation à la recherche clinique. Ce réseau a été très, très rapidement impliqué dans un certain nombre d'essais thérapeutiques, Covarad, Nilvad, le PHRC Kafka, dont il sera question tout à l'heure. Mais de recherche, il va en être question dans quelques secondes avec le professeur Philippe Amouyel, avec David Blum, avec Jean-Charles Lambert, qui vous parleront de l'environnement de recherche de notre CMRR. Qu'il me soit juste permis, avant de passer la main au professeur Philippe Amouyel, de remercier Florence Pasquier pour sa confiance, qui les mauvais jours me glacent, me pétrifient, et les bons jours m'honorent et m'obligent.
et de remercier toute notre équipe, l'équipe médicale évidemment, nos neuropsychologues, nos psychologues cliniciennes, nos orthophonistes, nos infirmiers, notre équipe de recherche clinique et académique, nos assistants médico-administratifs, notre assistante sociale, nos cadres de santé, toute l'équipe magnifique de la consultation de Bailleul, l'équipe des neuropsychologues de Méotis, et puis tous nos partenaires en imagerie ou en recherche. Je voudrais leur faire part de l'immense fierté que j'ai à travailler avec eux et du sens des responsabilités qui m'obligent pour les futures années. Bienvenue à Lille. Je passe la parole au professeur Philippe Amouyel, qui est chez lui ici, puisque Philippe a dirigé l'Institut Pasteur il y a quelques années, euh, et, euh, et professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de l'unité INSERM 1167. Et Philippe est chargé de vous parler de l'environnement de recherche autour de notre CMRR. Merci à tous. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de voir tant de visages amis et familiers dans notre belle ville de Lille. Et aussi le plaisir de vous accueillir. C'est la première réunion scientifique à laquelle je participe dans ce magnifique amphithéâtre qui a ouvert il y a quelques semaines, donc encore tout neuf et très très bien organisé. Je vais donc vous parler de la recherche à Lille. Thibaut vous a parlé de tous ces aspects cliniques. J'ai l'habitude de dire que pour faire de la bonne recherche, il faut deux choses. Il faut une masse critique de chercheurs et il faut beaucoup d'argent. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, et la masse critique et l'argent. Non, c'est pas très français, mais bon, c'est nécessaire. Et du coup, a pu se passer. Le premier élément qui a été clé quand même, c'est quand, en 2010, 2011, 2012, le gouvernement a lancé le programme des investissements d'avenir, où il a essayé de cibler. Merci, où il a essayé de cibler quelques centres spécialisés dans la recherche à un niveau important. Et je me rappelle qu'à l'époque, avec Florence Pasquier, Luc Buet et moi-même, on s'était dit ce serait peut-être l'occasion, vu la masse critique que l'on a, d'essayer de tenter ce projet en essayant justement d'axer sur plusieurs objectifs, en particulier explorer les hypothèses qui étaient à l'époque et qui ont évolué depuis de l'origine et de la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. À partir de ces nouvelles hypothèses, d'en déduire des connaissances nouvelles et des pistes biologiques. Et enfin, grâce à une transdisciplinarité, comme vous le verrez dans quelques instants, essayer d'en trouver des éléments utiles pour les patients et pour la maladie. Ça nous a amené donc à réunir 8 équipes de recherche, en particulier le CM2R de Lille, avec toutes ses activités, l'équipe de Vincent Prévost et bien sûr l'équipe de Luc Buet. De l'autre côté, au niveau de l'UMR 1167 que j'ai l'honneur de diriger, l'équipe de Jean-Charles Lambert et l'équipe d'Isabelle Landrieux pour justement organiser un certain nombre de travaux dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Et quand on regardait le paysage utile à la recherche, il nous manquait deux choses. Tout ce qui concerne la neuropsychologie, on ne le couvrait pas. Et c'est quelque chose qui est important dans une approche transdisciplinaire. Et on a donc pu accueillir Pascal Antoine au niveau du Scalab, qui travaille à Lille, mais dans les universités qui sont à l'extérieur, beaucoup plus proches des humanités. Et également à Nice, un spécialiste de l'amyloïde que vous connaissez certainement, qui est le docteur Frédéric Schekler. Et enfin, on s'est quand même posé la question à un moment où déjà à cette époque-là, on pensait à traiter des patients très en amont du diagnostic de la maladie, avoir une réflexion éthique sur qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un dans un essai clinique qui a peut-être rien demandé à personne, chez qui on prévoit avec une probabilité de plus de 95% le développement d'une maladie d'Alzheimer et qu'on met sous traitement. Donc l'idée, c'était un peu de réfléchir à tous ces sujets et on a réussi, et c'est là, ça c'est la masse critique des chercheurs, on a réussi à réunir toutes les organisations de la région et des organisations nationales pour financer le programme. Le programme, au total, aura accumulé de 2012 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il devra se terminer fin 2025, ce programme de l'ABEX, la coquette somme de 28 millions d'euros pour permettre un certain nombre de travaux à tous ces niveaux.
Autre élément qui a été important, donc ça c'était en 2012. En 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un appel sur les centres d'excellence des maladies neurodégénératives dans le cadre du 4e plan. Maladie d'Alzheimer, mais qui s'appelait à ce moment-là maladie neurodégénérative. 7 centres ont été créés en France, dont un centre à Lille piloté par Florence Pasquier. Et les atouts qu'on avait, c'était bien sûr ces PIA, enfin cette structure d'excellence. C'était les départements hospitaliers, parce qu'on a besoin d'avoir des réflexions cliniques. Et enfin, c'était les unités de recherche. En matière également d'élargissement au-delà de cette base, on s'est rapproché également de tout ce qui était association de patients, du citoyen, des fondations, et également on s'est intéressé à l'enseignement et la formation pour avoir un système assez global autour des maladies neurodégénératives. 2 unités de recherche ont participé à la création de ce centre et à sa valorisation. L'équipe dirigée par Luc Buet, équipe qui est une unité qui comporte 5 équipes, et la mienne, que j'ai l'honneur de diriger, dont 3 des 6 équipes participaient justement à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas tout. On a pu rajouter d'autres équipes, en particulier l'équipe de Benoît Després, qui fait de la pharmacologie, qui détecte et qui travaille sur des recherches de nouveaux médicaments à partir de petites molécules. Et vous allez voir que c'est maintenant, Jean-Charles en parlera probablement, un atout important également de ce centre d'excellence. Bien sûr, l'équipe de Pascal Antoine en neuropsychologie qu'on avait déjà intégrée dans le LabEx, et une équipe qui travaillait sur la glycobiologie, en particulier dans le domaine du stress prénatal et des désordres neurodégénératifs. Donc des objets du PIA, le LabEx de 2012, mais également 2 équipex. L'équipex eArdrive en 2015 sur recherche-innovation en digitalisation interactive des environnements visuels, et également un équipex qui fait énormément de biologie cellulaire à très haut débit et des plateformes de criblage, dont vous verrez là encore qu'on a un intérêt relativement important. Puis en 2023, dans le cadre de la fusion des universités, Luc Buet a mené la participation de l'Université de Lille au programme européen Neurotech, qui, là encore, nous permet, à un niveau européen, de rentrer dans un environnement d'excellence. Donc, vous voyez, une masse critique, de l'argent, et ensuite des réseaux. Alors, il y a des patients quand même, hein. Il n'y a pas que des souris dans la vie, et on a plusieurs services hospitaliers qui nous accompagnent, et des centres experts. Un centre expert sur la maladie d'Alzheimer, avec bien sûr Florence et Thibault, le centre, le CM2R, et également le centre de référence des malades jeunes, mais également, puisque c'était les maladies neurodégénératives, pardon, le centre expert sur le Parkinson, la sclérose multiple, l'amyotrophie latérale, l'ALS, voilà, ce sera plus simple, pardon, la maladie de Huntington. Également un département très compétent dans le champ de l'accident vasculaire cérébral et des maladies cérébrovasculaires, piloté par Charlotte Cordonnier, plus ce qu'il faut avec de l'imagerie, avec des services de neuroradiologie, de médecine nucléaire et de neurophysiologie, mais également des services de biologie et de pathologie, des plateformes d'imagerie, des départements de neurochirurgie, de neuro-ophtalmologie, de pharmacologie, de santé publique, que j'ai l'honneur de diriger à l'hôpital, de méthodologie en biostatistique, de plateformes et de différents centres de ressources biologiques. Vous voyez, donc là encore, on reconstruit un environnement beaucoup plus large grâce à ce centre d'excellence. Les résultats, alors on parle de recherche, on va parler de publication. Donc depuis 2012-2013, pour les publications, on a pu publier dans les plus grands journaux, que ce soit la série des journaux Nature, le New England Journal of Medicine, Science, avec des papiers qui ont été, on le verra, importants. Également, participation à l'enseignement et l'organisation de congrès. Là, c'est important pour rayonner et entrer en contact. L'organisation de congrès, je voudrais juste insister sur le congrès de 2022 qu'a organisé Florence Pasquier, qui était une machinerie absolument incroyable, qui lui a pris un temps monumental et auquel elle s'est dévouée à cœur perdu dans ce projet, qui a été un véritable succès, juste en sortie en plus de Covid. Les congrès Euroto que pilote Luc Buet, moi-même avec les congrès JPND, Workshop EMBO, des programmes organisés avec l'association Alzheimer américaine, un dernier congrès qui a été réalisé à Rouen avec Gaël Chetla concernant la neuroimagerie. Des enseignements, alors là on en a un certain nombre, dans le cadre du LabEx on en devait, mais également dans des cadres d'écoles européennes.
Les programmes, c'est là qu'on a levé de l'argent. Caféine, le PHRC, vous allez voir dans quelques instants l'étude présentée par David Bloom. Le CPER Ariane, c'est-à-dire l'installation d'une IRM 7 Tesla et un réseau d'IRM 3 Tesla qui, ça y est, a été signé et commence à être mis en œuvre. Plusieurs RHU, le PEPR Propsy, beaucoup de programmes ANR et des programmes européens, 2 ERC, un certain nombre de programmes H2020 et le programme toujours Neurotech EU sur les universités. Des innovations également, avec la création au total sur la période des 20 années de 6 sociétés et entreprises, Genoscreen sur la génomique, AlsProtect sur le traitement de la PSP, SPQ-SAS sur les productions d'anticorps et de réactifs de laboratoire, Invenis Biothérapie sur les produits basés sur le sang, en particulier pour la LS, InBrain Pharma sur les systèmes d'injection, Alzano Therapeutics, une toute nouvelle qui est en train de naître avec Isabelle Landrieux et Luc Buet sur l'utilisation des nanobodies justement pour stopper la progression de la protéine tau. Donc là encore, des retombées économiques importantes et également de recherche. Et enfin, un outil de dissémination. On a eu des phases de contact avec la région et les gens qui habitent autour de nous dans notre région, avec les programmes de Paul Cordonnier, c'est Paul Carl Cordonnier, pardon, excusez-moi. Bien sûr, le réseau Méotis, Thibault en a parlé longuement, également la Fondation Alzheimer avec tous ses programmes de stimulation et d'information, donc quand même une préoccupation de renvoyer vers le public un outil. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça a eu un impact? Très difficile à savoir. Il y a eu publié au mois de septembre par Nature la liste des 12 papiers parus dans les collections de Nature qui ont marqué l'histoire de la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous avez vu cet article, donc je vous l'ai reproduit ici. C'est sorti le 26 septembre. Donc vous avez l'histoire de la maladie d'Alzheimer en 12 grandes dates. 1906, l'aube de la maladie d'Alzheimer avec la première description par Alzheimer. 1984, l'identification de la protéine amyloïde. 1985, de la protéine tau. 1987, le premier gène de la maladie d'Alzheimer, l'APP, avec une Lilloise, Marie-Christine Chartier, qui avait signé justement un de ses papiers sur cette découverte de l'APP et de ses mutations. Un autre facteur de risque génétique, la POE, là encore un grand combat pour la publication avec une dominance américaine extrêmement forte, mais qui reste toujours un des gènes les plus puissants associés à la maladie sporadique et pour lesquels on n'a toujours pas bien compris comment ça marchait. Les travaux sur la préséniline 1 et la préséniline 2, les travaux sur la vaccination, donc là on arrive à la fin du siècle dernier avec Dave Schenk, et marqué également l'identification des enzymes de type bêta-sécrétase. 2000, on passe à d'autres approches, la notion d'inflammation et du rôle de l'inflammation, et 2013, les facteurs de risque génétiques pour la maladie d'Alzheimer sporadique dans la plus grande méta-analyse réalisée à cette époque. Et il se trouve que c'est un papier du Labex Distals qui est cité là-dedans, dans lequel je pense que toutes les équipes de Lille ont participé, puisque les patients du CM2R sont inclus, en particulier dans cette étude, et qui aboutit à la découverte d'un certain nombre de gènes dont Jean-Charles Lambert vous parlera en détail dans quelques instants. Et je termine avec les marqueurs sanguins et enfin les traitements. Donc voilà un panorama de ce qu'est cette recherche dans notre région, avec, je dois reconnaître, j'ai été très touché par la présentation de Thibault avec Henri, puisque moi-même je suis neurologue, j'étais dans le service d'Henri Petit, c'est là que j'ai connu Florence en particulier à ce moment-là, j'ai fait un peu de cardio, puis je suis revenu à la recherche sur les maladies neurodégénératives. Donc voilà, 20 ans d'évolution, 12 ans plus exactement de recherche d'excellence, et j'espère qu'on se retrouvera à Lille, alors peut-être dans cet amphi, peut-être ailleurs, d'ici 20 ans avec une projection. J'ai beaucoup aimé le petit dessin de l'affiche, donc j'ai essayé de reproduire avec un peu d'intelligence artificielle la ville de Lille, avec ce que ça pourrait être dans 20 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, nous allons avoir 3 présentations scientifiques qui vont essayer d'illustrer de manière très concrète ce que je vous ai montré à l'instant. Et la première présentation sera faite par le docteur David Bloom,
qui va nous réveiller à grands coups de café. David. C'est pas fait d'en haut. Est-ce qu'elles sont ouvertes? Moi, tu sais, les Mac. Très bien, les Mac. Il faut tout faire dans cette maison. Bonjour à tous, très heureux d'être là et merci beaucoup Thibaut pour cette invitation à faire cette présentation et très content aussi de voir Florence aujourd'hui, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Donc voilà, donc aujourd'hui je voudrais essayer de faire un petit bilan sur le travail qu'on a fait sur la caféine, qui est vraiment un travail très translationnel qu'on a réalisé à Lille. Avec des approches allant d'approches très fondamentales à un essai clinique dont a parlé Thibaut et dont a parlé Philippe, qui est Kafka. Donc, bon, on sait tous que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative avec 2 lésions neuropathologiques. L'accumulation d'A-bêta sous forme de plaques et l'agrégation de protéines tau à l'intérieur des neurones. Cette agrégation de protéines tau, on la retrouve aussi dans un certain nombre de pathologies dont Thibaut parlera, qui sont les DFT1. Comme l'a mentionné Philippe aussi, au cours des années est arrivé à la notion que ces 2 lésions coexistaient avec en fait une neuroinflammation qui est très liée à la réactivité des cellules microgliales et qui sont un peu les macrophages du cerveau et puis les astrocytes, et que au fond la présence des lésions en fait générait une altération de la communication neurogliale qui pouvait être à l'origine de la perte synaptique et des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. Alors un autre fait important qui nous intéresse beaucoup au laboratoire et sur lequel je reviendrai très brièvement tout à l'heure, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, il y a donc ce que vous connaissez, les stades de Braak, il y a une propagation très hiérarchique et stéréotypée des lésions tauopathiques dans le cerveau des patients, et cette propagation, elle est corrélée au déclin cognitif, ce qui veut dire que cette protéine tau, elle joue un rôle majeur dans les processus physiopathologiques qui conduisent au déclin cognitif. Encore une diapo que vous connaissez aussi, c'est que le principal facteur de risque, c'est le vieillissement dans la maladie d'Alzheimer. Il y a un certain nombre de facteurs génétiques qui sont des facteurs importants, dont va parler Jean-Charles tout à l'heure. Et puis, il y a tout un nombre important aussi de facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact important sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et dans ces facteurs, alors qu'ils peuvent être bénéfiques ou délétères, eh bien nous sommes intéressés plus particulièrement à la caféine. Alors la caféine, c'est intéressant parce que, pas parce qu'on en boit tous les jours et que ça nous réveille, mais aussi parce que sur le plan biochimique, en fait, c'est très proche de l'adénosine. Alors l'adénosine que vous connaissez certainement comme étant un des constituants des acides nucléiques, mais en fait l'adénosine est aussi un neuromodulateur dans le système nerveux central, et cette adénosine a des récepteurs et la caféine en fait va bloquer ces récepteurs à l'adénosine. Donc la caféine, son effet principal dans le cerveau, c'est de bloquer les récepteurs à l'adénosine. On verra pourquoi c'est important. Donc très rapidement, l'adénosine, donc c'est cette molécule. L'adénosine, en fait, en tant que neuromodulateur, c'est finalement en fait une molécule qui va moduler en fait de manière très très fine la plasticité synaptique. Donc on a les 2 grands systèmes glutamate GABA, activateur inhibiteur, notamment dans le cortex. Et puis on a cette adénosine qui va réguler vraiment très finement l'activité synaptique, et c'est pour ça que cette adénosine est importante, et c'est pour ça que l'action de la caféine sur ces récepteurs va avoir toute son importance, c'est vraiment de réguler la plasticité synaptique. Alors la caféine, pourquoi on la connaît? On la connaît parce que tous les matins, on prend un petit café, et puis ce petit café nous réveille, on a une augmentation, on a une augmentation de notre attention, on a une diminution de notre
fatigue, on peut augmenter nos performances cognitives par le simple fait d'avoir une augmentation de la sphère attentionnelle. Néanmoins, en fait, au fil des années, lorsqu'on regarde la bibliographie, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'arguments épidémiologiques qui suggèrent que, donc dans des cohortes prospectives, que la consommation régulière, habituelle de caféine, alors on parle de caféine ici, mais dans les études épidémiologiques, c'est évidemment du café. Donc il y a une petite subtilité, c'est que le café, c'est un mélange complexe dont le principal composant psychoactif qu'on connaît, c'est la caféine et qui a été bien décrit, mais il y a plein d'autres molécules. Donc il y a un petit abus de langage quand on parle de caféine et épidémiologie, on parle bien de café, mais les effets ont été ensuite démontrés dans des modèles animaux. Donc ces études épidémiologiques, finalement, montrent que la consommation habituelle régulière de caféine réduit le déclin cognitif au cours du vieillissement, voire réduit le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Deux exemples, on a l'étude de la cohorte CAID qui a montré que, donc qui a suivi environ 1400 individus pendant une vingtaine d'années, qui a montré que, en fait, pour des consommations de 3 à 5 tasses par jour, donc qui correspond à peu près à 300-400 mg par jour, eh bien, la caféine pouvait réduire significativement le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Une autre étude, qui est une étude canadienne, a montré, alors avec un peu plus d'individus, plus de 6000 individus de plus de 65 ans et qui ont été réévalués 5 ans plus tard que bien, la consommation habituelle de caféine réduisait également le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc ça, ce sont des études prospectives, c'est intéressant, qui indiquent qu'il y a un effet de cette consommation sur le risque de développer des troubles cognitifs et de développer la maladie d'Alzheimer. Récemment, nous avons publié une étude dans la cohorte Balthazar, que vous devez tous connaître, qui est une cohorte qui inclut d'un côté des patients avec un MCI, donc un MCI amnésique ou non amnésique, et puis l'autre moitié des patients qui sont inclus, ce sont des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors cette étude, on l'a réalisée parce qu'en fait, dans la bibliographie existante, en fait, il y a très peu d'études qui s'intéressent véritablement à la population présentant des troubles cognitifs. En général, ce sont des cohortes épidémiologiques de suivi de population. Donc là, on s'est intéressé vraiment à ce qui se passait chez les patients MCI et Alzheimer. Donc, pour ça, on a développé il y a quelques années un outil épidémiologique qui permet de recueillir la consommation précisément de caféine chez les individus. Parce que dans toutes les études quasiment qui sont publiées, c'est un peu à la louche. C'est-à-dire, vous buvez combien de tasses? Une tasse, 2 tasses, 3 tasses. Le problème de ça, c'est que ça donne pas une idée précise de la consommation, ce qui est quand même assez important, parce que, évidemment, on boit tous du café de manière différente. On boit des expressos, on boit du café filtre, on boit pour certains du coca, voilà. On mange du chocolat, et dans tous ces modes de consommation, on a de la caféine. Donc, on a réalisé un outil épidémiologique assez précis qui permet de déterminer cette consommation de caféine pour chaque individu. Et donc ici, vous avez le tableau démographique, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, en fait, on a dans Balthazar, on a 263 recueils de consommation habituels, donc on parle vraiment de consommation régulière. 3 groupes d'individus, des patients qui ont une maladie d'Alzheimer, des individus qui ont un MCI avec trouble de la mémoire et des individus qui ont un MCI sans trouble de la mémoire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la médiane de consommation est environ de 200 mg de consommation de caféine par jour, ce qui est finalement ce qu'on retrouve, ce que nous on a retrouvé dans d'autres études chez des patients qui ont la maladie d'Huntington, des patients qui ont la SLA, puis finalement c'est une quantité qu'on retrouve dans des études très générales de consommation. Donc en général, dans une population, les individus consomment 200 à 250 mg, qui correspond à peu près à, on va dire, 3 tasses, 3 mugs de café si vous voulez par jour. Mais c'est assez stable en fait, c'est une consommation relativement, curieusement, ça varie pas énormément selon les populations, donc ça c'est assez intéressant. Et ce que l'étude avec Balthazar a montré, c'est que si on dichotomise la population entre ceux qui consomment le moins, la population low caféine et la population high caféine, donc
en dessous de 200 mg, au-dessus de 200 mg, on s'aperçoit qu'en fait, le risque de développer des troubles de la mémoire est significativement augmenté de 2,5 fois chez les individus qui consomment le moins de caféine. Donc on a un lien, clairement, dans cette population entre les troubles de la mémoire, l'apparition de troubles de la mémoire et la consommation de caféine. Alors ça, vous me direz, c'est une étude épidémiologique et puis on peut en tirer les conclusions qu'on veut finalement, c'est une étude de population. Du coup, on s'est intéressé en fait au mécanisme, donc là je vais rentrer vraiment plus sur le côté souris et moléculaire. Du coup, on s'est posé quand même la question de savoir véritablement à quel point la caféine pouvait agir sur les processus moléculaires qui sont importants dans la fonction mnésique. Donc on a fait des expériences assez sympathique, je dois dire. Je fais ça en collaboration avec une collègue à Strasbourg, j'ai trouvé ça assez formidable. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des expériences. Alors, d'abord, on s'est intéressé à l'épigénomique de la caféine. Alors, curieusement, la caféine, c'est vraiment quelque chose que vous consommez tous les jours, et curieusement, dans le cerveau, on ne sait pas vraiment ce que ça fait sur le plan cellulaire et moléculaire. C'est pas grand-chose. Donc on a fait une étude épigénomique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité des souris avec de la caféine ou pas. Ces souris, on a recueilli après le traitement leur hippocampe. On a sorti des neurones de cet hippocampe et on a réalisé en fait du chip-seq, c'est-à-dire qu'on a regardé en fait l'enrichissement au niveau d'un certain nombre de promoteurs de gènes d'une marque épigénomique qui est une marque associée à des promoteurs actifs, donc à de la transcription active. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un enrichissement très important chez les animaux qui consommaient de la caféine au niveau de cette marque épigénomique, au niveau de gènes qui sont impliqués dans la régulation de la LTP, dans la plasticité synaptique, dans la mémoire. Donc ça, c'était déjà un signe que, en fait, sur le plan moléculaire, la caféine agit vraiment au cœur même des processus moléculaires qui sont importants pour le développement de la fonction de mémoire. On a fait une autre expérience que je trouve assez rigolote. Lorsque vous prenez des souris et que vous leur apprenez une tâche, vous pouvez leur apprendre une tâche ici dans la piscine de Maurice, on leur apprend quelque chose à ces souris. Eh bien, lorsqu'on leur apprend quelque chose par rapport à la souris qui reste dans sa cage toute seule, ici vous avez donc les animaux qui sont dans leur cage, les animaux qui apprennent, en fait, ce que vous allez induire, c'est une transcription des gènes, vous allez avoir une augmentation, une diminution de l'expression des gènes qui sont liés à cette tâche mnésique. Donc on a une activité transcriptionnelle qui dépend de la tâche. Et lorsque les animaux en fait sont traités par de la caféine, le nombre de gènes qui sont modifiés dans la tâche, par la tâche mnésique dans l'hippocampe est augmenté de 5 fois, ce qui veut dire que la caféine agit véritablement sur les processus moléculaires transcriptionnels qui sont à l'origine probablement de cet apprentissage. Donc ça, ce sont des signes assez forts. Évidemment, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'épidémiologie, ça a été également étudié dans des modèles animaux de vieillissement, aussi dans des modèles murins de la maladie d'Alzheimer, développement des lésions amyloïdes. Nous, on a travaillé plus sur le versant tau. Et les études qui ont été réalisées jusqu'à présent montrent un effet bénéfique sur le développement des troubles de la mémoire dans ces modèles animaux de vieillissement et de modèles de la maladie d'Alzheimer. Alors, une observation très intéressante qui nous a beaucoup occupé ces dernières années, c'est que, donc je vous l'ai dit, la caféine en fait a des cibles dans le cerveau. Une de ces cibles, c'est un récepteur qu'on appelle le récepteur A2A. Donc c'est un récepteur qui est le récepteur qui lie naturellement l'adénosine, okay, et qui est un récepteur qui est bloqué par la caféine. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous regardez au niveau de l'expression des ARN messagers, au niveau de la protéine, vous faites des analyses en biochimie dans le cerveau des patients Alzheimer, mais aussi, par exemple, ici, chez des patients atteints de FTLD avec mutation de tau, vous avez une augmentation de l'expression de ces récepteurs à l'adénosine chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus près encore, on voit que cette augmentation a lieu non seulement au niveau des neurones, dans le cortex et l'hippocampe, mais aussi au niveau des astrocytes. Et puis, ces variations, on les retrouve, ce qui est intéressant pour nous, qui nous intéressons beaucoup aux tauopathies, on les retrouve également dans des tauopathies primaires, la PSP, CBD, PIC. Donc, on a une augmentation dans la maladie d'Alzheimer de ce récepteur à l'adénosine
qui est un récepteur qui est bloqué par la caféine. Donc, quelque part, il est logique de penser que, en fait, dans la condition physiopathologique, on a, par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore, sur lesquels on travaille, une augmentation de ces récepteurs à l'adénosine qui potentiellement pourrait être liée au développement pathogénique et que la caféine irait bloquer ces récepteurs qui sont augmentés et donc normaliserait les performances mnésiques. Et en fait, on a travaillé pas mal là-dessus ces dernières années. Et pour faire court, parce que c'est beaucoup d'années d'expérience sur plein de petites souris, ce qu'on a montré, c'est que les récepteurs à l'adénosine augmentent dans les neurones qui développent la tauopathie et qu'en fait, cette augmentation de récepteurs va avoir pour conséquence en fait la production par les cellules microgliales d'une protéine qu'on appelle C-inclus, une protéine du complément, qui est un élément important dans la perte synaptique dans la maladie d'Alzheimer. Donc, le simple fait, dans un modèle qui développe de la tauopathie, d'augmenter ce récepteur, va générer de la perte synaptique. Dans un modèle amyloïde, ce qu'on a montré, c'est que lorsqu'on augmentait ces récepteurs dans les neurones, eh bien, en fait, on n'avait pas vraiment d'effet sur la composante amyloïde, vraiment. Par contre, on avait une modification, en fait, de la protéine tau au niveau des neurites qui entourent les plaques amyloïdes. Ces espèces de taux qui sont autour des plaques amyloïdes, en fait, sont censés, ou en tout cas sont suggérés comme étant des agents de nucléation de taux qui sont à l'origine de la propagation de la pathologie qu'on observe dans le cerveau des patients, et que eh bien ça, c'est susceptible d'induire de la perte synaptique, et qu'en même temps, eh bien, cette modification des récepteurs dans les neurones génère également une réponse microgliale inflammatoire, et que tout ça concourait à la perte des synapses et aux troubles de la mémoire. Et par ailleurs, nous avons montré aussi que il y a une dysfonction de ces récepteurs dans les astrocytes et que, en particulier, cette dysfonction des récepteurs A2A dans les astrocytes, eh bien, était générateur d'hyperexcitabilité neuronale. Or, vous êtes forcément mieux que moi, vous savez forcément mieux que moi que l'hyperexcitabilité, c'est quelque chose qui est peut-être un problème dans la maladie d'Alzheimer, puisque on a une partie importante des patients qui présentent en fait des crises d'épilepsie non convulsives, qui ont des EEG anormaux, et qu'en fait, cette augmentation de récepteurs pourrait être à l'origine de ces crises, et que ça, c'est important aussi pour le pronostic en termes de déclin cognitif. Donc, quelque part, les dernières années, on a montré que en fait, cette augmentation anormale pathologique des récepteurs de la caféine dans le cerveau, eh bien, était capable de favoriser la perte des synapses et les troubles de la mémoire et augmenter l'excitabilité neuronale, ce qui n'est pas quelque chose de positif, et donc qui avait un sens, en fait, qui a un sens à bloquer ces récepteurs avec de la caféine pour normaliser ces troubles qu'on voit dans la pathologie. Alors, les perspectives de ce travail, elles sont importantes, puisque notamment l'hyperexcitabilité des neurones, c'est quelque chose qui est connu pour driver en fait la propagation de la pathologie tau, cette propagation stéréotypique dans le cerveau des patients. Elle est en particulier sous la dépendance de l'activité des neurones. Donc, une augmentation de l'activité des neurones, ça pourrait avoir un impact sur la propagation de la tauopathie. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et puis, si on regarde plus largement, on se pose aussi la question du lien entre ces récepteurs à la caféine et la caféine elle-même et les troubles neuropsychiatriques, parce que c'est très évidemment connu sur le plan clinique. Sur le plan expérimental, il y a très très peu de gens qui s'intéressent à l'origine de ces troubles neuropsychiatriques dans la maladie d'Alzheimer. Alors, les sorties cliniques de ce travail, c'est qu'il y a un certain nombre de travaux qui montrent que en fait, quand on va bloquer ces récepteurs qui sont abnormalement augmentés dans la maladie d'Alzheimer, soit par de la caféine, soit par des antagonistes plus sélectifs de ce récepteur A2A, on va toujours avoir une amélioration de la plasticité synaptique dans l'hippocampe, de la mémoire, et voire même une réduction de la pathologie, et donc qui avait un sens à proposer un repositionnement d'antagonistes de ces récepteurs dans la maladie d'Alzheimer, deux possibilités, soit
une molécule qu'on appelle l'istradéphiline, qui est un antagoniste sélectif des récepteurs A2A, qui est un dérivé de la caféine, et qui a une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis dans le contexte de la maladie de Parkinson et la caféine. On est parti sur la caféine, qui était plus simple à mettre en œuvre, et on a donc développé cette étude clinique Kafka, qui est un essai de phase 3, randomisé en double aveugle, contre placebo, qui teste les effets de la caféine chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer modérée, débutante à modérée, avec un critère primaire qui est un critère primaire neuropsychologique, mais également avec des études ancillaires en EEG, en IRM fonctionnel et en PET. L'idée primaire de cet essai clinique, c'est d'évaluer dans quelle mesure le traitement va avoir un impact sur la pente de déclin de cette population de patients. À la fin de l'étude, on a une période où les patients sont sevrés du traitement pour voir si effectivement on a une réduction du déclin, est-ce que cette réduction du déclin persiste ou pas, pour savoir si potentiellement on aurait un effet neuroprotecteur ou pas. Ça reste à démontrer. Pour le moment, les 2/3 des patients ont été inclus. On espère que l'étude se terminera pour 2026 et qu'on aura une première indication de l'effet de la caféine. Alors je précise aussi que ici la caféine est donnée sous forme de gélules, 2 fois par jour, le matin, chez des patients qui sont déprivés en caféine, parce que s'ils continuent à prendre leur café tous les jours, on a un petit problème de dose, et qu'on remplace les produits caféinés par des produits décaféinés grâce à un partenaire du Nord qui s'appelle Méo. Et donc, voilà, on espère un signal positif de cet essai clinique. Alors, pour terminer, ce qui est à retenir, c'est que la caféine, c'est une substance psychoactive qui exerce des mécanismes épigénétiques très complexes au niveau des neurones, mais aussi d'autres cellules, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, et qui vont avoir un impact sur les processus très intimes, moléculaires de la mémoire, qu'on a des données convergentes épidémiologiques et expérimentales qui suggèrent qu'effectivement la caféine, c'est un candidat intéressant dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, que l'essai clinique Kafka va nous fournir une preuve de concept chez le patient, ça n'a jamais été fait, de l'effet possible de la caféine sur le déclin cognitif, en particulier dans la maladie d'Alzheimer, et que un résultat positif serait intéressant sur le côté prévention, évidemment, les conseils hygiéno-diététiques, le fait possiblement de repositionner des molécules antagonistes plus sélectives, et puis d'étendre ces observations à les maladies, auto-opathies plus rares, comme la PSP ou les FTLD avec mutation de taux. Et je suis un peu trop long, donc voilà, c'est juste ici de dédier de remerciements sur l'équipe de Kafka, Thibaut, Laetitia évidemment, Florence qui a soutenu le projet dès le départ, notre partenaire Méo, tous les collègues qui sont impliqués dans le projet au niveau de ce PHRC interrégional et les collègues du laboratoire, et vous pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Après cette passionnante étude, est-ce que vous avez quelques questions éventuelles à poser à David sur le sujet ? Non ? Bon, bah écoutez, vous avez été suffisamment informés. N'oubliez pas de prendre du café à la pause. Merci David. Merci. Et j'appelle maintenant le professeur Thibaut Lebouvier qui va nous parler des démences frontotemporales. Bien, pour cette deuxième intervention, je vais à nouveau vous convier à un voyage dans l'expérience lilloise dans le domaine des dégénérescences lobaires frontotemporales. On va reprendre l'expérience accumulée au cours de cette année dans notre centre.
Et je voudrais, en préambule, vous inviter à vous concentrer sur une première étude. On pourrait interroger la foule. Est-ce que les tests de fluence verbale ont un intérêt pour le diagnostic différentiel entre maladie d'Alzheimer et démence frontotemporale dans son variant comportemental? On connaît la valeur des tests de fluence verbale pour le repérage de la maladie d'Alzheimer, avec l'atteinte souvent un petit peu plus importante de la fluence catégorielle par rapport à la fluence littérale. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Qu'en est-il de la démence frontotemporale? Est-ce que ces tests ont une valeur pour le diagnostic différentiel? J'ai peut-être pas le temps de faire ce sondage, mais pour répondre à la question, cette étude a inclus 10 patients parfaitement caractérisés souffrant de maladie d'Alzheimer ou de dégénérescence lobaire frontotemporale dans son variant comportemental, comparé à 10 patients témoins, des patients qui étaient tous à un stade débutant. Vous voyez le score moyen de MMS autour de 23. Et voici la réponse. Il y avait une différence marquée par rapport aux témoins, notamment en ce qui concerne la fluence catégorielle, comme attendu. Aucune différence entre maladie d'Alzheimer et démence frontotemporale. Et donc, la réponse est non. Ce test, en tout cas en pratique clinique quotidienne, n'a pas d'intérêt pour le diagnostic différentiel. Cette étude a été publiée en janvier 2015. En janvier 1995. Et c'est la première étude enregistrée dans PubMed sur le sujet des démences frontotemporales, d'un duo qui deviendra fameux par la suite, composé par Florence Pasquier et Florence Lebert. 1995, c'est à bien des égards l'année où tout commence, puisque Florence Lebert et Florence Pasquier ont été chargées de la rédaction du rapport du Congrès de neurologie et de psychiatrie de Saint-Malo sur les démences frontotemporales. Leur passion pour le sujet était visible, palpable. C'est une passion, Florence, qui vous a emmené de Londres à Lund, en passant par Stockholm. Une passion qui apparemment était susceptible de vous faire louper des arrêts de bus. Florence Lebert et Florence Pasquier, prises dans des discussions, ne faisaient plus attention au fait qu'elles étaient arrivées à destination. C'est une passion qui a abouti à la fameuse échelle EDF de Lebert et Pasquier, qui a trouvé sa place dans toutes les consultations mémoire pour aider au repérage des dégénérescences frontotemporales en pratique clinique quotidienne. Alors je vais m'attacher au cours de cette présentation à vous montrer la continuité entre les travaux historiques de notre centre et les projets actuels qui ont été inspirés par Florence Lebert et Florence Pasquier. Au cours de l'histoire, l'équipe lilloise a marqué, je crois, la littérature par un certain nombre d'études clés. Lille a en particulier signé une étude pionnière sur la description du syndrome amnésique dans la maladie d'Alzheimer et la dégénérescence frontotemporale en 2001. C'était notre collègue Laurence Grimont-Pré, qui était la neuropsychologue de l'étude, qui avait été menée en collaboration avec l'équipe de Martial van der Linden, qui travaillait alors à Louvain. Et l'étude montrait une atteinte de type hippocampique dans la maladie d'Alzheimer, des performances plus hétérogènes dans les dégénérescences frontotemporales. Ça a inauguré les futurs critères de Marie Sarrazin et ça évoquait la possibilité d'une atteinte mnésique dans certaines formes de démence frontotemporale. Ce qui a fait l'objet d'une grande controverse entre l'école américaine, l'école plus européenne, l'école américaine qui statuait sur l'intégrité de la mémoire épisodique dans les démences frontotemporales, et puis l'école européenne qui était plus mesurée. Je crois qu'on a contribué à résoudre cette problématique, ce débat de façon définitive avec l'arrivée de Maxime Berthoud dans notre centre en 2019, qui a terminé un travail de corrélation clinico-pathologique multicentrique initié par notre collègue gériatre Pascaline Cassagno, qui relativise la prééminence du trouble amnésique dans la maladie d'Alzheimer débutante et qui montre que des pathologies non MA, en particulier les dégénérescences frontotemporales, peuvent être une cause de syndrome amnésique sévère. Dans le domaine de la cognition sociale, ce sont les travaux de notre collègue Isabelle Lavenu, neurologue aujourd'hui à Béthune, toujours en collaboration avec Louvain, qui ont marqué l'histoire du centre en montrant 3 ans avant le groupe de John Hodges à Cambridge l'existence d'un trouble de la reconnaissance des émotions dans le variant comportemental des dégénérescences lobaires frontotemporales. Un trouble de reconnaissance des émotions qui affecte certaines émotions plus que d'autres et qui n'est pas un bon marqueur évolutif des dégénérescences frontotemporales puisque le trouble est présent et massif dès le début de la maladie et évolue de façon très hétérogène au fil du temps.
Ces travaux sur la cognition sociale, en quelque sorte, ont inauguré ceux qui sont menés actuellement par Maxime Berthoud, Agnès Denève, notre doctorante, et l'ensemble de leurs collaborateurs. Sur la cognition sociale, le CMRR de Lille est embarqué complètement dans un projet qui s'appelle Socialize, qui va nous impliquer tous dans les prochaines années et qui vise à développer de nouveaux tests pour permettre d'évaluer des processus cognitifs essentiels dans les interactions sociales et notoirement sous-étudiés, comme l'apprentissage social, la prise de décision sociale, la compréhension des normes sociales et plus généralement la sémantique sociale et émotionnelle. Le réseau Méotis a également beaucoup contribué à nos travaux sur les dégénérescences lobaires frontotemporales. La force de notre réseau, c'est fort de ses 32 centres mémoire aujourd'hui, c'est son recrutement extraordinaire et la fiabilité de sa base de données. En utilisant la base de données Méotis, on a pu calculer une incidence normalisée par l'âge des dégénérescences lobaires frontotemporales de 2,9 pour 100 000 personnes par an, ce qui nous place dans la moyenne des chiffres d'incidence rapportés dans les registres de population européens, ce qui signifie que Méotis, la base de données, aurait presque une force de registre, en tout cas pour ce qui concerne le recensement des dégénérescences lobaires frontotemporales. Et la surprise de notre travail, c'était de mettre en évidence un pic d'incidence entre 75 et 79 ans, ce qui remet en cause évidemment la conception traditionnelle des dégénérescences lobaires frontotemporales comme des affections du sujet jeune. On a également montré que les présentations motrices, hors présentation SLA qui n'étaient pas incluses dans cette étude, c'est-à-dire les présentations de type PSP-DCB, avaient un pronostic beaucoup plus péjoratif, avec une médiane de survie de 3 à 4 ans contre 7 à 8 ans pour les autres formes. L'intérêt de la base, c'est également de permettre l'identification d'un grand nombre de cas précieux. Et parmi ces cas précieux, ces patients qui souffrent de dégénérescence frontotemporale, comportementale, avec un diagnostic de haute probabilité et qu'on a été amené à suivre depuis les tout premiers symptômes. Je parle ici pas forcément de patients qui souffrent de mutations génétiques. Je parle également de cas sporadiques qu'on suit depuis les tout premiers symptômes. Dans une étude en cours qui est issue de la thèse de médecine du docteur Simon Le Cerf, thèse de médecine encadrée par Florence Pasquier, nous avons montré que 30% des DFT prodromiques ne remplissent pas les critères de DFT possibles et se manifestent par un phénotype cognitif non comportemental au début de la maladie. Ces 30% échappent au MBI, pardon Maria, ces 30% sont souvent révélés par un trouble de la mémoire, une plainte cognitive, essentiellement cognitive. Et ces présentations non comportementales sont souvent plus âgées, sont souvent plus amnésiques et retardent de façon notoire le diagnostic de dégénérescence frontotemporale, des formes qu'il faut connaître. L'interaction avec les équipes de recherche, c'est notre marque de fabrique, vous l'avez vu avec la présentation de Philippe Amouyel, et c'est notre marque de fabrique dès l'origine. La proximité d'un grand laboratoire de tauistes, dirigé initialement par André Delacourte, puis par Luc Buet, a permis des caractérisations complètes de nouvelles mutations sur le gène qui code pour la protéine Tau, le gène MAPT, comme cette étude fameuse à laquelle avait contribué Vincent de Ramecourt, d'une famille remarquable où on trouvait des cas d'anartrie primaire progressive et de variants temporal droit de dégénérescence lobaire frontotemporale au fil des générations. Cette proximité avec les laboratoires a permis des caractérisations complètes de ces cas, allant de la neuropathologie à la biochimie, en l'occurrence dans cette famille. Il s'agissait d'une pathologie Tau de type 3R4R, avec des lésions qui ressemblaient à celles de la maladie de Pick. Parmi les découvertes étonnantes, celle d'une réduction considérable de l'expression de la protéine Tau, sans diminution de l'ARN messager dans les mutations sur le gène qui code pour la progranuline, qui font en quelque sorte des mutations sur le gène de la progranuline, des anti-taupathies. Il n'y a pas d'explication claire à ce phénomène. Peut-être que les micro-ARN interviennent dans la physiopathologie de ce phénomène, mais c'est un des articles remarquables que nous avons publié dans les précédentes années. Et puis l'interaction avec la recherche fondamentale nous permet d'explorer également la physiopathologie des troubles du comportement.
L'hyperoralité, notamment de la démence frontotemporale, pourrait-elle être autre chose que la simple répercussion de la désinhibition sur le comportement alimentaire? C'est la question que nous nous sommes posée et on dispose d'une équipe de neuroendocrinologie au sein de l'unité 1172 dirigée par le docteur Vincent Prévost qui va nous permettre d'explorer la question. Il faut comprendre que l'appétit est régulé par l'hypothalamus, et notamment par un petit noyau de l'hypothalamus qui se nomme le noyau arqué, qui régule l'appétit en détectant l'équilibre entre la gréline, l'hormone qui stimule l'appétit, et la leptine, l'hormone qui supprime l'appétit. Les tannicytes sont des cellules remarquables qui sont responsables du transport de la leptine vers le noyau arqué. Et il existe un profil anorexigène dans la DFT, profil biologique anorexigène avec une hyperleptinémie qui est une trouvaille remarquable, qui peut être reproduite facilement par un dosage de leptine chez vos patients souffrant de démence frontotemporale. Et ça nous pose plein de questions. Est-ce qu'il existe une diminution du transport par les tannicytes de cette hormone de la satiété? Est-ce qu'il existe une résistance à la leptine? Est-ce qu'il existe une dégénérescence des noyaux hypothalamiques cibles? Eh bien, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre dans le cadre de l'étude BioWatch que nous menons actuellement et au sein de laquelle on va proposer une IRM à autre résolution à nos patients et dans le cadre de laquelle nous dosons la leptine dans le sang et dans le liquide cérébrospinal. Alors vous l'avez vu, Florence Pasquier, Florence Laubert ont toujours cru en l'importance des corrélations clinico-pathologiques dans le domaine des dégénérescences lobaires frontotemporales, en s'entourant dès l'origine de neuropathologistes. Il y en a même un sacré personnage qui a rejoint l'équipe, c'est le professeur Vincent de Ramecourt. Tout cela a abouti à la création de la Lille Neurobank et à l'intégration donc de ce neurologue neuropathologiste dans notre équipe. Fort de cette culture, nous avons récemment constitué la plus grande cohorte clinico-pathologique française de dégénérescence lobaire frontotemporale qui ont été suivis en centre expert. Donc ce sont peut-être pas énormément de patients, 120 tout de même, mais 120 patients qui ont tous été suivis dans des centres mémoire de ressources et de recherche à Lille, Paris, Colmar, Angers, Marseille. Ça me permet au passage de remercier tous les contributeurs à cette étude et de pouvoir analyser dans un travail qui est en préparation et que nous allons enfin soumettre l'importance des hésitations diagnostiques au cours de la vie du patient et détailler les liens entre phénotype et pathologie en soulignant des choses remarquables, par exemple que le diagnostic de maladie d'Alzheimer est souvent effectué de façon erronée dans les toopathies primaires du lobe temporal, comme la maladie à grains argyrophiles, que le diagnostic de troubles psychiatriques est souvent le premier diagnostic des patients qui souffrent de DLFT FUS, et que dans les DLFT TDP de type C, celles qui sont très souvent associées aux démences sémantiques, bien sûr, on retrouve une forte association au phénotype clinique de démence sémantique, mais il existe également un certain nombre de toopathies qui se manifestent par un phénotype clinique de démence sémantique, et un tiers des patients qui ont une pathologie TDP de type C ont un phénotype de démence frontotemporale dans son variant comportemental. Voilà quelques-uns des résultats remarquables de cette étude. Enfin, l'histoire de notre centre a été marquée également par un essai thérapeutique remarquable dans le domaine des dégénérescences lobaires frontotemporales. C'est l'essai Trazodone mené par Florence Lebert, qui suspectait l'intérêt de cet antidépresseur atypique, la trazodone, aux propriétés anti-5-HT2, sur les troubles du comportement de la démence frontotemporale. Alors, il faut reprendre cet essai, enfin, si vous l'avez jamais lu, il faut le relire, parce que malgré son faible effectif, il a une méthodologie originale en crossover, et il montre une efficacité significative sur 4 symptômes qui sont tout à fait, qui alourdissent le fardeau de l'aidant. 4 symptômes que sont l'irritabilité, l'agitation, la dépression et les troubles du comportement alimentaire. Cette culture des essais thérapeutiques, on va essayer de la prolonger, de la poursuivre avec un deuxième barbu après Vincent de Ramecourt. C'est mon collègue David Bloom que vous venez d'entendre. Vous avez vu que le rationnel est fort pour utiliser les antagonistes des récepteurs à l'adénosine dans des toopathies.
On a testé la caféine dans la maladie d'Alzheimer au cours de notre essai thérapeutique Kafka. On se propose de tester un agoniste pur, l'istradéfiline, dans une tauopathie, dans un groupe, dans un panier de tauopathie primaire qui inclura des phénotypes de paralysie supranucléaire progressive, d'anartrie primaire progressive ou des patients souffrant de mutations MAPT. C'est un essai thérapeutique qu'on espère déposer l'année prochaine. J'en arrive à la fin de ce voyage au travers de nos travaux sur les dégénérescences lobaires frontotemporales, en vous présentant quelques-uns de nos projets très actuels dans ce centre. La thématique du diagnostic différentiel entre démence frontotemporale et troubles psychiatriques est une thématique que nous prenons à bras-le-corps, une thématique qui va impliquer Maxime Berthoud et sa future équipe INSERM Interaction qu'il va co-diriger avec le docteur Fabien Donte, une équipe qui va rassembler des neuropsychologues, des psychiatres, des neurologues en son sein. Et les troubles psychiatriques atypiques et d'apparition tardive sont responsables de 50% des mauvais diagnostics de démence frontotemporale dans son variant comportemental. Et nous allons comparer des groupes de patients bien caractérisés en collaboration avec nos collègues psychiatres et neuroimageurs. Deuxième grand projet de notre centre, on va lancer une cohorte en 2025, une cohorte transnosographique pour laquelle nous avons eu la chance de recevoir des financements qui permettent de vous annoncer officiellement que la cohorte sera lancée l'année prochaine, qui inclura très largement l'ensemble des différents phénotypes de dégénérescence lobaire frontotemporale. Et notre chef de mission pour le centre de référence maladies rares et précoces, le docteur Xavier Delbecq, neuropsychologue dans notre centre, sera chargé de monter cette cohorte avec l'ensemble de nos équipes. Et puis, dernier projet, nous reprenons depuis quelques années des travaux sur les aphasies primaires progressives dans le cadre d'une collaboration magnifique avec l'équipe de Toulouse et notamment le service de Jérémy Pariente. Des travaux qui nous ont permis de rassembler une cohorte rétrospective de 122 patients qui souffrent d'aphasie primaire progressive et qui ont été évalués de la même manière à Lille et à Toulouse en utilisant le Grémo. Cette étude, dont les prémices sont dues à mon collègue Lionel Trogneux, dont ça avait été la thèse de médecine, mais qui ont été repris ensuite par toute une équipe de chercheurs entre Lille et Toulouse, impliquant Maïtran, Jérémy Pariente, et puis nos doctorantes Aurore Dubos et Perrine. Mais Perrine, j'ai oublié ton nom de famille, c'est pour ça que je commence à bafouiller. Siguier, voilà, Perrine Siguier. Et ces études, ce travail qui me ravit, moi, parce que tout ce qui est collaboratif me transporte d'allégresse, va permettre de mieux caractériser les aphasies primaires progressives, de mieux étudier leur évolution dans le temps. Ces travaux, je ne vais pas m'y étendre puisqu'ils vous seront présentés dans différents posters et présentations orales au cours de ces 2 journées. Souvenez-vous, janvier 1995, le premier article signé par Florence Lebert et Florence Pasquier traitait déjà de langage. C'était déjà le fruit d'interactions avec des collègues du Gréco. La révolution a eu lieu, la boucle est bouclée et l'histoire continue. Je me permets à nouveau de remercier notre équipe. Je l'ai fait tout à l'heure, donc je passerai un petit peu plus rapidement sur ces diapositives. Je vais souligner les collaborations que nous avons au sein de notre pays, notamment avec le centre parisien et le centre marseillais qui participent avec nous au centre de référence démence rare et précoce. Paris est le centre de référence leader, et puis Lille et Marseille sont centres de référence constitutifs.
Je voudrais souligner également l'ensemble des centres qui ont participé à nos différentes études neuropathologiques et les remercier chaleureusement de nous avoir accueillis pour analyser les dossiers de vos patients. Et remercier à nouveau Toulouse pour ce travail que nous menons sur les aphasies primaires progressives. Nous avons également un certain nombre de collaborations internationales qu'on doit à Florence Pasquier, qu'on doit à Maxime Berthoud, et comme celle avec le NIC-FTD, avec le réseau d'Amérique latine REDLAT sur les maladies neurodégénératives, avec l'ISFTD, avec GENFI, avec des équipes québécoises avec lesquelles on espère mener des travaux à l'avenir. Et j'en terminerai ici en vous remerciant de votre attention. Merci Thibault. J'appelle maintenant Jean-Charles Lambert pour la dernière présentation scientifique lilloise de la matinée, qui va nous parler de notre susceptibilité individuelle à développer la maladie d'Alzheimer. Jean-Charles. Ok, alors bonjour à tous, j'espère qu'il n'y aura pas trop de variations dans ma présentation parce qu'il y a peut-être un problème de compatibilité avec le Mac, je ne sais pas, donc j'espère que ça ira. Voilà, donc bon, on verra bien. Donc je vais vous parler de la génétique de la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer l'hypothèse de la cascade amyloïde, mais essentiellement pour pointer du doigt évidemment l'importance de la génétique, puisque en fait cette hypothèse de la cascade amyloïde a été assez fortement développée à partir de la caractérisation des formes monogéniques de la pathologie et les gènes APP, PS1 et PS2 impliquant une surproduction des peptides amyloïdes qui conduisaient donc à la fin à la dégénérescence neurofibrillaire et à l'expression clinique de la pathologie. Toujours en gardant en tête que ces formes monogéniques de la maladie d'Alzheimer expliquent moins de 20% des cas et que comme vous savez, la plupart des traitements thérapeutiques qui ont été développés étaient basés sur l'hypothèse de la cascade amyloïde. La question était de savoir si on pouvait extrapoler à partir de ce moins de 1% des cas pour les 99 autres pourcents. Alors, il y a plein de travaux qui ont été menés. Et évidemment, vous êtes au courant des effets, des résultats positifs pour les premières immunothérapies, mais c'est quand même une question qui n'est pas du tout triviale. Et la génétique peut-elle aider à déterminer si oui ou non, finalement, même pour ces formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer, l'hypothèse de la cascade amyloïde a une importance ou pas? Alors en fait, quand on parle de génétique, on veut savoir exactement ce qu'on a mesuré dans les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que la composante génétique est importante? Et en réalité, dès 2006, on a pu estimer à peu près le risque attribuable à la génétique à ces formes communes de maladie d'Alzheimer, alors essentiellement à travers des études de jumeaux. Et en fait, cette composante génétique, même pour les formes sporadiques de la maladie d'Alzheimer, se situe entre 60 et 80%, ce qui est assez énorme pour une maladie complexe associée au vieillissement. C'est-à-dire donc, concrètement, il y a de nombreux déterminants génétiques à caractériser pour la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, la grande première réussite a été dès 1993, le gène de la polypoprotéine E. Là aussi, je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter toujours la même chose. La notion importante, c'est l'allèle epsilon 4 est un facteur de risque majeur de la pathologie, en particulier pour les individus porteurs du génotype epsilon 4, avec une augmentation de près de 15 fois de développer la maladie. De façon importante, il est aussi nécessaire de comprendre que la génétique peut être protecteur, puisque dans ce cadre-là, l'allèle epsilon 2 est associé à une diminution de l'ordre de 2 fois du risque de développer la maladie. Mais en fait, depuis 1993, on s'est rendu compte que c'était difficile de caractériser des déterminants génétiques de la maladie, parce qu'entre 1993 et 2009, on a été incapable de caractériser de nouveaux déterminants génétiques de la maladie. Alors pour ça, il y avait des considérations méthodologiques et technologiques qui expliquaient cette incapacité à mettre en évidence de nouveaux déterminants. Et il a fallu attendre l'avènement de ce qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, ou les études pangénomiques, pour finalement caractériser de nouveaux déterminants génétiques. Alors ces analyses, c'est analyser des milliers d'individus, cas et témoins, et des millions de variants génétiques. Et on regarde si ces fréquences varient entre les cas et les malades. Et si cette fréquence varie, on va déterminer si une région du chromosome, et donc un gène, est associée ou pas au risque de développer la maladie. Alors de 2009 à 2022, il y a eu de très nombreux papiers qui ont été développés à partir de ces GWAS, et plus tard à partir des études de séquençage qui ont permis de caractériser à peu près 30 déterminants génétiques de la pathologie. En gardant en tête en fait que, en réalité,
On a progressé sur les premières études avec 2-3 déterminants génétiques pour arriver à 30, tout simplement parce qu'on augmentait le nombre de cas analysés, testés. Ici, vous avez sur cette figure, en fait, les premières études et les dernières en 2019-2020, qui indiquent tout simplement que plus vous augmentez le nombre de personnes analysées dans ces études, plus vous êtes capable de caractériser des déterminants génétiques de la pathologie. Donc en gros, plus c'est gros, mieux c'est. On va prendre une image, par exemple, en physique, avec la caractérisation du boson de Higgs. Vous avez un bruit de fond et vous répétez les analyses pour petit à petit avoir le signal qui monte et devient significatif parce que vous accumulez de l'information. Et ben, en l'occurrence, dans ce cadre-là, pour la génétique, c'est la même idée. Il faut qu'on accumule de l'information et pour ça, on a besoin d'analyser de plus en plus de personnes et de cas. Alors, quels sont les derniers résultats qu'on a obtenus sur les études de GWAS importantes? Et donc là, ça me permet d'aborder le consortium EADB pour European Alzheimer's and Dementia Biobank, qui est donc coordonné ici à Lille. Alors, ce consortium a 4 axes sur la génétique de la maladie d'Alzheimer, la génétique des MCI, la génétique des démences vasculaires et la génétique des biomarqueurs. Alors, ici, je ne vais parler que de la génétique de la maladie d'Alzheimer, mais ce consortium regroupe 18 pays européens et 6 consortiums qui travaillaient déjà avant sur la génétique. Et ça a été financé dans le cadre d'un JPND. Alors cette étude, tout d'abord, très classiquement dans ce genre d'étude, on a 2 étapes. On a une première étape de caractérisation et une étape de validation. Et notre première étape a conduit à analyser 39 000 cas Alzheimer diagnostiqués cliniquement pour la maladie d'Alzheimer, dont 20 000 qui étaient nouveaux, obtenus dans le cadre de ce consortium, 46 288 cas proxy. Alors, je vais insister sur cette information parce qu'elle va être importante après. Ce qu'on appelle des cas proxy, c'est des personnes qui n'ont pas développé la maladie d'Alzheimer au moment de leur inclusion, mais sur lesquelles on suspectait qu'elles allaient développer la maladie d'Alzheimer parce que leurs parents avaient développé potentiellement une démence. Donc en fait, on projette l'histoire familiale sur ces individus en suspectant qu'ils ont un risque accru de développer la maladie. Alors, après, il y a quelques outils statistiques qui permettent de corriger ça. Ça marche très très bien, ça apporte vraiment une puissance statistique supplémentaire. Cependant, il faut garder en tête que ce ne sont pas des personnes qui ont été diagnostiquées de maladie d'Alzheimer, et par ailleurs, même si elles venaient à développer une maladie d'Alzheimer, en fait, on ne sait pas si ce serait une maladie d'Alzheimer, ça peut être aussi une démence. Donc, vous avez un double biais. Potentiellement, ce n'est pas des personnes qui seront malades, fort heureusement, mais en plus, on n'est pas sûr que ce seront des malades souffrant de maladie d'Alzheimer. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand vous regarderez ces papiers, maintenant on parle de GWAS AD-RD pour Alzheimer's Disease and Related Dementia à cause de cette problématique. Alors quand on a fait cette analyse, on a analysé plus de 21 millions de variants communs et on a répliqué les résultats obtenus dans une étude avec des collaborations internationales qui incluaient ADGC, Charge et FinGen. Mais vous voyez aussi là 25 000 cas, mais qui sont là en l'occurrence des cas diagnostiqués cliniquement. Et ça nous a permis de valider 33 loci qui étaient déjà connus. Donc on retrouve les informations qui avaient été déjà obtenues sur les 15 années précédentes, mais surtout on a caractérisé 42 nouveaux gènes d'intérêt pour la maladie d'Alzheimer, ce qui représente un gap assez conséquent en termes d'informations génétiques. Alors, si typiquement le type de graphe qu'on obtient, qu'on appelle un Manhattan plot, alors pour la petite histoire, en fait l'association est inverse, plus c'est élevé, le pic, plus celui-ci est associé au risque de développer la pathologie. Alors Manhattan plot, parce que les premières personnes qui ont développé ce genre d'outil ont eu l'impression de voir la skyline de New York. Voilà. Alors vous voyez, c'est très occupé, il y a beaucoup de pics, etc. Il y a eu beaucoup de constructions entre-temps. Mais alors en rouge, c'est les gènes qui étaient nouveaux et en noir, les gènes qui étaient déjà connus. Alors une autre façon de représenter ça, c'est ce genre de tableau particulièrement ennuyeux à lire, je conçois, et l'important, c'était pas de vous montrer le tableau. Ce que je voulais vous montrer là, c'est les 5 gènes qui sont en rouge, IDUA et CTSB sont aussi des locus connus comme étant impliqués dans la maladie de Parkinson. TINP1 est connu pour être impliqué dans l'ALS. TME106B et la progranuline sont connus pour être impliqués dans la dégénérescence, les DFT. Alors, ça pose des questions. Parce que je vous ai expliqué que dans le cadre de l'utilisation des proxys,
on n'était pas sûr que c'était des personnes qui allaient souffrir de maladie d'Alzheimer ou pas. Est-ce que l'association de ces gènes est associée à un problème de diagnostic? Ils ne sont donc pas reliés à la maladie d'Alzheimer, mais sont juste en fait une contamination par d'autres pathologies. En fait, avec les 111 000 cas qu'on analyse, on est de facto potentiellement la plus grosse JOA, même portant sur la démence frontotemporale. Alors, ce n'est pas une question triviale. Est-ce que c'est juste une contamination ou est-ce que ces gènes sont aussi impliqués dans la maladie d'Alzheimer? Alors, en fait, il semblerait que ces gènes soient véritablement impliqués dans la maladie d'Alzheimer, parce qu'à première vue, pour la progranulin, on n'aurait pas assez de cas de toute manière pour expliquer cette association. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces GWAS portant sur la maladie d'Alzheimer sont probablement capables de détecter les facteurs impliquant le développement de polypathologies dans le tissu cérébral. Donc, c'est une information intéressante. Et donc, nous avons une convergence de l'information génétique pour les différentes pathologies au niveau cérébral. Ça implique aussi qu'en termes de traitement thérapeutique, ces gènes peuvent être particulièrement d'intérêt si on veut cibler plusieurs polypathologies et donc plusieurs démences. Et c'est des gènes donc, qui sont vraiment intéressants. Alors, encore une fois, un tableau un peu complet. Alors, je suis désolé, la génétique, il n'y a pas de jolie image, hein, c'est essentiellement sur un ordinateur, donc ça manque un petit peu d'illustration. Mais en l'occurrence, c'est intéressant d'avoir une liste de gènes. C'est presque une liste à la Prévert, donc avec des noms parfois un peu compliqués. Il faut qu'on donne un sens biologique à cette information. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que la génétique, c'est avant tout un outil pour de la recherche fondamentale, caractériser des voies pathophysiologiques d'intérêt. Et pour ça, on a des outils qui nous permettent de déterminer si on a une surreprésentation de gènes dans des voies physiologiques et pathophysiologiques. Si vous avez plus de gènes qu'attendus au hasard dans ces voies, ça veut dire que cette voie est potentiellement d'intérêt par rapport au processus pathophysiologique de développement de la maladie. On a des outils statistiques qui nous permettent de faire ça à partir des bases de données biologiques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout d'abord, l'APP et le métabolisme de l'APP étaient bien présents. Donc on a plus de déterminants génétiques associés au risque de la maladie d'Alzheimer qui sont capables de moduler le métabolisme de l'APP et potentiellement la production des peptides amyloïdes. Par rapport à ce que je vous avais expliqué sur les moins de 1%, c'est quand même rassurant de voir qu'on est capable de retrouver le métabolisme de l'APP. Sans présager du succès, hein, évidemment, futur de toutes les immunothérapies. Le deuxième point, taux. Là aussi, c'est rassurant de voir qu'un certain nombre de déterminants génétiques de l'Alzheimer sont impliqués probablement dans le développement de la pathologie tau. Mais surtout, ce qu'a permis la génétique, c'est de pointer du doigt la neuroinflammation, je cherchais le bon mot, excusez, la neuroinflammation. Et ça, vraiment, très clairement, la génétique a montré que un certain nombre de voies pathophysiologiques associées à la neuroinflammation présentaient un excès de déterminants génétiques de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, c'est vraiment la génétique. Alors, il y avait des données qui impliquaient évidemment la microglie, par exemple, au niveau de la maladie, au niveau des processus neurodégénératifs, mais la génétique a pointé du doigt sans aucune ambiguïté que la microglie était un acteur majeur au niveau du développement de la maladie d'Alzheimer, avec 3 papiers princeps auxquels nous avons participé, et qui ont montré que donc 4 gènes, pratiquement systématiquement qu'exprimés dans la microglie, étaient des déterminants génétiques de la maladie d'Alzheimer. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez 4 gènes associés au risque de développer la maladie, et en plus, ils sont pratiquement qu'exprimés dans la microglie. Donc ça veut dire que la microglie est forcément importante. Alors, les GWAS ont une particularité, c'est qu'elles ne permettent d'étudier que les variants fréquents. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un variant fréquent? C'est sa fréquence dans la population générale, généralement entre 0,5 au plus de 0,5% dans la population générale. Ça représente, je l'ai dit, 21-22 millions de variants. Mais en réalité, notre variabilité génétique, elle est principalement portée par ce qu'on appelle des variants rares, voire très rares, donc inférieurs à 0,5% dans la population générale. Et là, on parle de 200 millions de variants potentiels au niveau mondial, entre toutes les populations, etc. Vous voyez donc qu'en fait, on analyse par les GWAS vraiment une partie de l'iceberg. Et il y a beaucoup de travail à faire aussi sur les variants très rares. Et là, on n'a pas le choix. Pour faire ça, il faut faire ce qu'on appelle du séquençage. Donc, analyser base par base tout le génome pour détecter ces informations très rares. Alors, attendez. Voilà. Et pour ça, on coanime, alors là, avec Rouen,
un consortium qui s'appelle HADES. Alors exactement sur le même principe, on a une étape de découverte et une étape de réplication. Alors il n'y a que 5 pays européens en l'occurrence ici parce que ça coûte un peu plus cher, donc il y a moins de gens. Et du coup il y a beaucoup moins d'individus qui sont analysés, ici 12 000 cas et 8 600 témoins, ce qui représentait l'étude la plus importante au moment de la publication. Et on a pu répliquer dans à peu près 3 000 cas et 8 000 témoins. Et ce qu'on a trouvé, c'est des gènes qu'on connaissait déjà, tels que SORL1, ABCA7, TREM2, et de nouveaux gènes comme ABCA1, ATP8B4 et ADAM10. Alors ADAM10, le signal était suggestif, mais il y a des chances qu'il soit vrai. ADAM10, c'est très connu en biologie, c'est l'alpha-sécrétase. L'alpha-sécrétase, c'est ce qui contrôle la voie non amyloïdogénique du métabolisme de l'APP. Donc là aussi, on a une cible qui est importante au niveau du métabolisme de l'APP. Ça rassure encore un petit peu. Alors, quand on regarde les associations, généralement, c'est des associations très importantes. Alors, je ne vais pas décrire ce qu'est le meilleur modèle, mais surtout, ce qui est important, c'est que quand on regarde, quand on détruit complètement la fonction protéique de notre gène d'intérêt, donc c'est ce qu'on parle des mutations loss of function, c'est-à-dire que si vous avez ce type de mutation, vous n'avez plus d'activité biologique de la protéine codée par le gène d'intérêt. Vous voyez que les augmentations de risque sont très importantes, et en particulier SORL1, si vous avez ce type de mutation, vous pouvez avoir une augmentation de près de 20 fois du risque de développer la maladie. Donc ce sont des déterminants génétiques qui sont très importants en termes d'impact. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est quand on regarde cette information portée par des variants rares avec les informations portées avec les variants fréquents, vous avez une convergence remarquable entre ces deux types d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que TREM2, SORL1, ABCA7, ABC1, ATP8B4 et ADAM10 sont incontestablement des déterminants génétiques majeurs pour le risque de développer la maladie d'Alzheimer, et ce sont des cibles thérapeutiques de choix. Alors maintenant, je vous ai dit, la recherche génétique, c'est avant tout pour la recherche fondamentale. Est-ce qu'on peut l'utiliser d'une certaine manière pour l'extrapoler, pour voir si on peut définir des populations plus ou moins à risque de développer une maladie d'Alzheimer? Et pour ça, on peut développer ce qu'on appelle un score de risque génétique. L'idée est tout simplement de cumuler l'information, petit à petit, de l'information génétique portée par chacun des individus. Donc, un variant, plus un autre variant, plus un autre variant, plus un autre variant. Et on mesure ce qu'on appelle donc, finalement, le patrimoine de risque par individu pour les différents déterminants génétiques que je vous ai présentés. Et vous avez ce type de courbe, alors c'est une distribution normale. Il est très rare que vous ayez tous les facteurs qui vont vous protéger de la maladie d'Alzheimer, et il est très rare que vous ayez tous les facteurs délétères de la maladie d'Alzheimer. En moyenne, vous avez une combinatoire que vous allez trouver de façon assez répandue dans la population générale, ce qui explique cette distribution normale. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le décalage de cette courbe entre les témoins et les malades, puisqu'il est attendu que chez les malades, vous ayez plus de variants associés au risque de développer la maladie d'Alzheimer que chez les témoins. Alors là, en l'occurrence, c'est l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le mot, c'était le premier qui m'est tombé là sur la main. Vous voyez très très clairement le shift au niveau du score de risque génétique entre la population contrôle, en bleu, et la population malade, en rouge. Alors ça s'illustre comme ça, tout simplement. Donc là, vous avez tous les pays européens qu'on a pu analyser. Ça représente 25 000 malades et 35 000 témoins. Et vous avez donc l'autre ratio associé au risque de score génétique. Et vous voyez que cette association est de 1,52 et hautement significative. Donc très clairement, le score de risque génétique permet de indiquer les individus qui sont à haut risque de développer une maladie d'Alzheimer. J'ai très simplifié le... Voilà. Alors la question qui se pose ici, c'est que... Parce qu'en fait, Thibaut m'a dit, il faudrait que tu recouvres un petit peu, donc j'ai enlevé des diapos et j'ai oublié lesquels j'avais enlevé. C'est pour ça, excusez-moi. Et donc, la question qui se pose, là, je vous ai présenté au niveau européen. Mais évidemment, la maladie d'Alzheimer, c'est un problème mondial. On n'est pas intéressé forcément que par la population européenne, et même dans les populations européennes, maintenant, nous sommes des populations multiraciales, il est important d'avoir le type d'information, de savoir si cette information génétique peut être projetée sur les autres populations mondiales. Et quand on fait ça, alors on a eu l'occasion de développer un projet où on a pu récolter pratiquement des échantillons de tous les pays mondiaux. Alors ça donne une vue assez globale au niveau mondial, donc avec la liste des différents pays présentés ici. Et quand on regarde l'association de ce score de risque génétique, c'est ce qu'on se rend compte évidemment que chez les Européens, c'est comme ce qu'on a
chez les Américains, Européens, c'est comme ce qu'on a chez les Européens. On a un effet intermédiaire proche des Européens dans les populations asiatiques. Chez les Latino-Américains, ça marche un peu moins bien. Et surtout chez les Afro-Américains, ça marche encore moins bien. Ça veut dire que le score de risque génétique est dépendant de l'origine ethnique des populations. Mais ça, c'était attendu. Je pointerai du en particulier les populations sahariennes, africaines, et la population indienne, où le score de risque génétique n'est pas associé au risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors, ce sont des petites populations, mais ça questionne quand même à savoir comment on va pouvoir projeter cette information sur les différentes populations mondiales. Alors, c'est d'autant plus vrai que quand on voit là une autre façon de présenter les résultats, où en fait, vous voyez, complètement à droite, c'est les populations afro-américaines, vous voyez que le score de génétique discrimine beaucoup moins bien que pour les populations européennes. Et donc, quels sont les messages qu'on peut maintenant tirer de la génétique? Donc, on connaît maintenant, de façon presque sûre, 75 locus, loci, régions d'intérêt, gènes associés au risque de développer la maladie d'Alzheimer. La génétique maintenant permet très clairement de détecter la complexité et l'interaction des copathologies développées dans le cerveau des patients. Il y a probablement une convergence très importante entre les données de GWAS et de séquençage. Il suppose que les gènes où il y a cette convergence sont essentiels dans les processus de développement pathophysiologique. Alors, de façon importante, la génétique confirme l'implication du métabolisme de l'APP chez les formes sporadiques de l'Alzheimer. Alors, le métabolisme de l'APP, ça ne veut pas forcément dire que c'est la bêta. Ça veut dire que le métabolisme de l'APP et potentiellement les fonctions de l'APP sont importantes pour développer la maladie d'Alzheimer. Ça ne questionne pas sur le fait que la bêta est causale ou pas dans le processus pathophysiologique. La génétique a clairement ouvert l'ère de la microglie dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer avec des nouvelles pistes thérapeutiques. Alors elle est tellement ouverte que maintenant on a l'impression qu'il n'y a pratiquement que la microglie qui intéresse la communauté de recherche, alors que c'est une erreur. Parce que je vous ai dit qu'il y avait certains gènes qui n'étaient exprimés que dans la microglie, mais inversement, il y a un certain nombre de déterminants génétiques de l'Alzheimer qui ne sont pas exprimés dans la microglie. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est un crosstalk entre les différents types cellulaires. Il ne faut pas négliger l'un en pensant que les autres ne sont... Il ne faut pas s'occuper que d'un en pensant que les autres ne sont pas importants. La génétique dit l'inverse. Tous les types cellulaires sont probablement importants. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de microglie. Mais vous connaissez les phénomènes de mode en recherche de toute manière. Alors, important, globalement, les mécanismes de la maladie d'Alzheimer sont les mêmes entre les différentes populations à travers le monde. Cependant, il existe probablement des caractéristiques qui sont propres entre ces différentes populations. Et finalement, alors je n'ai pas présenté les données parce que j'ai rien, c'est que, en fait, la génétique nous dit aussi que les individus porteurs d'un allèle epsilon 4 ne sont pas les mêmes que ceux qui ne sont pas porteurs d'un allèle epsilon 4. C'est probablement deux types de maladies d'Alzheimer, et c'est une question qui va être importante à prendre en compte plus tard au niveau de leur prise en charge. Alors ce type d'étude, évidemment, je n'ai pas mis tous les noms parce que ce serait très compliqué. Je vais juste pointer du doigt ici les personnes qui ont fait les analyses essentiellement, donc Céline Bélanguet, Benjamin Grenier-Bollet et Aude Nicolas. Donc évidemment Philippe et moi-même qui sommes participants à tous ces consortiums. Et je vais évidemment remercier le CMRR de Lille. Alors, il n'est pas présent parce que... Mais c'est essentiel de dire que si on a pu commencer à être présent sur le domaine de la génétique de la maladie d'Alzheimer, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des centres, et un centre en particulier qui a voulu commencer à créer des études, des possibilités d'avoir des échantillons d'ADN disponibles. Et ça a été vraiment pour nous un pied à l'étrier. Et donc je ne vois pas où est Florence, voilà je vois Florence, mais parce que Florence a mis l'énergie nécessaire pour qu'on puisse commencer, c'est ça qui nous a permis après de grossir et de construire tous ces projets. Donc merci Florence pour ce travail, merci à Thibaut pour continuer, et je vous remercie de votre attention.